Hello hello! Bienvenue sur Famille et Voyage, le podcast. Je suis Stéphanie, maman de 2 nados de 14 et 18 ans et complètement accro au voyage. Si vous cherchez une nouvelle destination pour vos prochaines vacances, si vous vous titillez pour un voyage au long cours, abonnez-vous! Les carnets de voyage de mes invités vont vous emmener aux 4 coins de la planète. Dans ce podcast, on va parler itinéraire à pied, à vélo, en voiture, en camping-car, tour du monde et même expatriation. Les parents voyageurs vous raconteront leurs activités avec les enfants, les bonnes adresses pour goûter les spécialités du coin, les galères à éviter et vous donneront une idée de budget. Je partirai également sur les routes pour vous proposer des reportages entre récits, témoignages et interviews. Le podcast est disponible sur le blog familleetvoyage.com, sur toutes les plateformes d'écoute et sur la web radio Allô la planète. On se retrouve aussi sur Instagram à Famille et Voyage avec un S_blog. Si vous aimez écouter ce podcast, c'est le bon moment pour me le dire et me soutenir en laissant un joli commentaire ou une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Je sais que tous les podcasteurs vous le demandent et qu'on finit par ne plus l'entendre, mais pour les indépendants comme moi, c'est vraiment la récompense pour tout ce travail fait maison. Alors merci à tous ceux qui l'ont déjà fait et pour les autres, je compte sur vous. Allez hop, nouvelle conversation. Quentin est un photographe passionné et un globe-trotteur accompli. D'abord en solo, puis en duo et à présent en famille avec son bout de chou de 2 ans, il parcourt le monde et partage ses meilleurs conseils sur son blog depuis presque 10 ans. Il a choisi de nous raconter son plus beau voyage en famille, rien que ça. Nous nous envolons donc pour l'Afrique du Sud où ils ont séjourné 3 semaines. 1 semaine à Cape Town, qui a rejoint son top 10 des plus belles villes du monde, puis 2 semaines de road trip jusqu'à Port Elizabeth à la rencontre des baleines à Diou, des suricates à Outram et des Big Seven dans le parc national Ado. Oui, Seven, les Big Five, plus les baleines et les grands requins blancs. Ce voyage est une telle dinguerie que je vous le propose en 2 épisodes. Allez, c'est parti pour la première partie du carnet de voyage de Quentin en Afrique du Sud. Hello Quentin! Hello Stéphanie! Comment ça va? Eh bien écoute, ça va super bien. Avant de partir en Afrique du Sud, est-ce que tu peux nous présenter le voyageur que tu es? Oui, alors du coup, moi c'est Quentin Lafond. Je suis sur Paris de manière générale toute l'année, mais j'aime prendre mon sac à dos et ma petite famille et partir à l'aventure, que ce soit en France, en Europe ou au bout du monde, pour vivre des expériences, pour découvrir de nouvelles cultures et également me régaler en termes de photos, puisque j'adore photographier la vie, les gens, les paysages. C'est une passion. Donc voilà, on va dire quand c'est possible, voyageur à l'année. Mais à côté de ça, également pas mal d'activités, notamment sur mon blog, sur mon activité de photographe et d'autres activités en digital en parallèle. Ok. L'Afrique du Sud, c'est un pays que vous avez fait récemment. Vous y êtes allé quand exactement? Alors, l'Afrique du Sud, c'est un pays qu'on a fait au mois d'août en famille avec notre fils qui avait à l'époque 1 an et demi. C'est un voyage qu'on a organisé un petit peu, entre guillemets, à l'arrache, puisque au mois de juin, on ne savait pas encore trop où partir. Ah oui. Les billets avaient flambé partout. Au début, on s'était dit qu'on allait mettre le cap sur l'Asie, et finalement, on y a renoncé au vu des billets d'avion. Et en fait, en regardant un petit peu où est-ce qu'on pouvait aller, on va dire un peu loin, que ce soit un voyage assez mémorable, sans vendre un rein, on a trouvé des billets pour le Cap et on s'est dit pourquoi pas. Alors évidemment, avant de prendre des billets, on s'est renseigné sur ce qu'on pouvait faire en Afrique du Sud, notamment par rapport aux petits, parce que comme tu le sais, voilà, il y a plein de zones infestées de malaria ou d'autres dangers pour les enfants. Donc Mhm. on s'est dit oui, pourquoi pas, mais il faudra rester dans une certaine zone. Donc tout ce qui va être l'Afrique du Sud, mais la partie tout au sud, le long du littoral, qui est du coup une zone qu'ils appellent malaria free. Donc une zone où il n'y a pas de danger pour les enfants. Et on s'est dit, c'est une évidence. Mhm. Le petit pourra faire plein de choses. Il pourra voir plein d'animaux qu'il voit dans ses livres, mais qu'il n'a pas vu en vrai. Et du coup, on a organisé un itinéraire sur 3 semaines et on a pris nos billets. Voilà, direction l'Afrique du Sud. Comment vous avez organisé votre voyage? Est-ce que vous avez plongé dans les guides de voyage? Oui, absolument, absolument. En fait, avant de préparer le voyage, généralement, moi, j'achète toujours un guide papier parce que j'aime bien bouquiner et me renseigner un peu sur la destination. C'est-à-dire, c'est le premier réflexe. Et ensuite, ce que je vais aller faire, c'est farfouiller un petit peu sur les blogs, généralement voyage.
comme le mien par exemple. Bah oui. C'est des vraies mines d'or. Donc là, je capte des informations qui vont m'intéresser. Notamment, là, c'était le volet famille, puisque sur la toile, j'ai trouvé des blogs famille qui parlaient de vacances en Afrique du Sud, avec des enfants en bas âge. Donc ça m'a vachement intéressé. Ça m'a donné plein de billes, et ça m'a surtout donné des indications pour l'itinéraire et ce que je pouvais ou ne pouvais pas faire. Donc avec tout ça, j'ai pu construire un genre d'itinéraire sur 3 semaines, se dire qu'on allait faire quelque chose en itinérance, en road trip du Cap à Port-Élisabeth, avec des points d'étape qu'on avait effectivement ciblés. Et il y a un autre point essentiel, c'est que en Afrique du Sud, évidemment, c'est saison inversée chez eux pendant l'été en Europe. Donc là-bas, c'est l'hiver. T'as pas des températures en mode 30 degrés, comme si là on allait aller, je sais pas, en Asie. Donc il y avait aussi toute une organisation en termes de voilà, avec quoi on part comme vêtements, aussi Bah bien ouais. du chaud, mais peut-être aussi un peu, il fait quand même un peu chaud dans certaines régions. Il fallait aussi s'équiper et pas prendre que des gros manteaux et des bonnets. Donc ça, c'était une énorme interrogation parce qu'on ne connaissait pas. On n'était jamais parti l'été dans un pays, entre guillemets, où c'est l'hiver là-bas. Mais on s'est aperçu sur place que c'était un hiver assez doux finalement et qu'on n'avait pas des -5 degrés ou des zéros comme on peut avoir chez nous en Europe. Donc avec toute cette organisation de valises, cette organisation d'itinéraire, etc., on est parti assez serein, sans trop d'interrogation puisqu'on avait quand même délimité le terrain et on savait ce qu'on allait faire. On avait pré-réservé un certain nombre d'hôtels, la location de voitures, etc. Et ça s'est effectivement très bien passé, sans vraiment d'embûches. Et on a adoré, vraiment une belle surprise, l'Afrique du Sud. Est-ce que vous aviez trouvé dans ces blogs famille ou dans les guides papier vraiment des activités spécifiques à faire avec votre bout de chou? Oui, absolument. Parce que du coup, on savait que faire par exemple, un safari avec des enfants, c'est compliqué. C'est compliqué parce que, voilà, surtout pour des petits de moins de 2 ans, bon, ils comprennent pas trop ce qui se passe, ils peuvent être fatigués, ils peuvent crier, donc c'est pas forcément évident. Mais il s'avère que l'Afrique du Sud est un pays plutôt kids-friendly, avec beaucoup d'options pour les petits. Et donc, ce que je ne savais pas du tout avant d'aller en Afrique du Sud, et en me renseignant du coup à travers des blogs spécialisés, c'est qu'en fait, tu peux faire des safaris accompagnés d'enfants et entourés d'autres familles. Donc, en fait, tu pars dans un cadre, entre guillemets, voilà, 100% famille. Donc, tu dérangeras personne finalement. Donc, ça, c'est génial. Et c'est des options qui sont mises en place dans un certain nombre de game lodge où, si jamais, par exemple, tu veux prendre toi ta voiture et aller voir les animaux dans une grande réserve, tu peux également le faire avec ton petit. Il y a pas de réglementation par rapport à l'âge de ton enfant. Là, tu es en autonomie et tu peux le faire également voilà, en famille. Donc ça, c'était hyper intéressant puisqu'on s'est dit, bon, l'Afrique du Sud, 3 semaines, c'est sympa, mais si on voit pas d'animaux, ce serait quand même dommage. Ah bah c'est pas possible. Voilà, donc on s'était dit, ça ferait quand même sens d'aller faire au moins une ou deux expériences de safari. Je savais que quand on s'était renseigné pour, par exemple, le Kenya ou la Tanzanie, c'était très compliqué, puisque là-bas, on voyait pas d'option kids-friendly. C'était vraiment un âge minimum. Ce qui n'est pas le cas en Afrique du Sud. Et ce qui, du coup, permet aux familles d'expériencer ce genre de safari, d'aller voir les animaux, etc., avec les enfants. Donc ça, c'est plutôt très chouette. Ah oui, c'est bon à savoir, parce que Ouais, si absolument. effectivement tu te dis que tout est pareil comme au Kenya ou en Tanzanie et que voilà, ça sert à Ouais. rien de regarder, eh ben tu peux louper cette info. Exactement, voilà. Donc ça, c'était la belle surprise. Et on a du coup, nous, de notre côté, réservé 2 game lodges privés. Donc ce qu'on appelle game lodge, c'est une grande réserve privée avec un espèce de complexe, on va dire, un établissement qui te permet de loger sur place. Et à la journée, de faire un game drive, donc un safari le matin et un game drive le soir. Et donc ça, tu le fais dans un cadre, voilà, assez sécurisant pour l'enfant déjà, de par le guide, la voiture, etc., puisqu'il a l'habitude de le faire avec des enfants. Et c'est également adapté. C'est-à-dire que tu vas pas partir 2 heures dans le froid, sans faire de pause, accompagné, voilà, de photographes amateurs. Tu es avec des familles, tu es avec des gens qui comprennent et qui s'adaptent aux enfants. Donc ça, c'était vraiment l'idéal pour nous et une belle surprise, du coup, de découvrir ça en Afrique du Sud. Est-ce que tu peux nous donner ton itinéraire, vraiment les Mhm. différentes étapes pour qu'on commence à se projeter dans ce beau voyage? Oui, absolument. Alors, nous, ce qu'on a fait, on a décidé quand on est arrivé à Cape Town, donc qui est un peu la ville emblématique, si je puis dire, d'Afrique du Sud, en tout cas la ville, moi, qui me faisait rêver. On a décidé d'y poser nos valises 6 jours pour vraiment déjà arriver. Bon, il n'y avait pas de décalage horaire, mais le voyage était quand même un peu long, c'est une dizaine d'heures de vol. Donc déjà récupérer de ce trajet-là, donc sur une journée, et ensuite de vraiment pleinement explorer la ville et ses alentours, parce qu'il faut savoir qu'à Cape Town,
Il y a énormément de choses à faire dans la ville et autour de Cape Town, à peu près une heure de route. Ensuite, ce qu'on a fait, c'est on a loué un véhicule quand on arrive à l'aéroport. Et après avoir exploré Cape Town, on s'est fait un itinéraire sur 2 semaines jusqu'à Port Elizabeth, qui est une autre ville sur la côte. Et sur cet itinéraire, ce qu'on a fait, c'est qu'on a choisi des lieux qui nous emballaient, qui étaient aussi peu contraignants avec des enfants. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé après Cape Town du côté de Hermanus. C'est une ville assez chouette pour tout ce qui va être animaux marins. Ensuite, on a continué l'itinéraire jusqu'à Dieppe, qui est un autre point d'étape sur la côte. Pareil pour, on va dire, le côté animaux marins, etc., plutôt nature. Ensuite, on a continué l'itinéraire jusqu'à un Game Lodge, qui nous a permis de faire notre premier safari sur 2 journées. Suite à ça, on est remonté un petit peu dans les terres du côté de Outstrom. Je sais pas trop comment ça se prononce, mais c'est une ville un peu reculée qui te permet de voir un peu des paysages différents de ce que tu peux voir sur la côte, mais qui est pas non plus inaccessible. Et ici, on a également fait un autre safari dans une réserve privée qui était adaptée aux enfants. Suite à ça, on est redescendu sur le littoral du côté de Knisha pour faire quelques activités et découvrir un petit peu voilà, le coin. On a continué l'itinéraire sur différents parcs nationaux pour le côté nature. Et on a terminé, donc ça fait pas mal de kilomètres tout ça, hein. Mais oui. C'est quand même des gros trajets. On a terminé par une ville qui s'appelle du coup Port Elizabeth. C'est pas une ville extraordinaire, mais ce qui est extraordinaire dans cette ville, c'est que à côté tu as un parc, c'est plutôt une réserve qui s'appelle le Haddo National Park et qui est en fait un genre de safari en autonomie. C'est-à-dire que tu viens avec ton véhicule, tu passes un contrôle, tu prends ton billet à la journée et tu vas en toute autonomie, avec un plan évidemment, à la découverte des animaux dans une énorme réserve. Tu peux prendre un guide, mais tu peux le faire sans. Et voilà, tu fais ton safari un peu à ta sauce, comme tu veux. Et c'était finalement, notre dernier point d'étape. On avait envie de terminer par ça, avant de terminer par Port Elizabeth et de revenir par un vol interne à Cape Town. Parce que l'itinéraire, finalement, Cape Town-Port Elizabeth est quand même relativement long. Donc évidemment, long, nous, on l'a fait sur 2 semaines, donc c'était pas intense, on l'a entrecoupé de pas mal de points d'étape. Mais pour le retour, on s'est dit que c'était pas forcément utile de revenir en voiture, faire tout le sens inverse. On a plutôt pris l'option du vol interne qui nous permettait d'une de gagner énormément de temps et de deux, voilà, d'avoir un retour smooth, on va dire, pour le retour à Paris. Donc voilà, en gros, dans les grandes lignes, l'itinéraire qu'on a fait sur ces 3 semaines. Donc une semaine de ville, entre guillemets, avec Capton et 2 semaines de road trip. Eh ben, on va revenir au début. Quand vous arrivez à Cape Town, c'est quoi vos premières impressions, les paysages, l'atmosphère, les gens, comment ça se passe quand vous mettez vos premiers pieds, n'importe quoi, quand vous arrivez à Cape Town en Afrique du Sud? Je dirais vraiment une surprise à plusieurs niveaux. Alors déjà, on arrive sur un vol de nuit, donc c'est vrai il doit être 5 heures du matin à l'aéroport. Donc on est tous un peu décalqués. On se dirige tranquillement vers le couloir de voiture pour récupérer le véhicule. Et ensuite, bah, on va rejoindre l'hôtel, puisqu'on devait arriver en pleine nuit. On s'était dit, bah, on va aller dormir toute la journée pour récupérer. Et au début, en fait, on a eu on savait que Cape Town, c'était une ville particulière dans le sens où il y a quand même un petit peu d'a priori sur certains dangers, etc. Donc en prenant le véhicule et en se rendant au centre-ville, puisqu'on avait pris un logement au centre-ville, voilà, on a vu des panneaux un peu inquiétants sur la route qui disaient ne vous arrêtez pas enfin, sur le bas-côté, vous pourriez vous faire carjacker ou des choses comme ça. Donc c'est vrai qu'on n'était pas forcément à l'aise au début. En plus, on arrive en pleine nuit, il est 5 heures du matin à l'hôtel. On n'était pas forcément rassurés. Mais une fois qu'on arrive à l'hôtel et on passe une superbe nuit et que le lendemain on se réveille et qu'on, entre guillemets, on ouvre les rideaux, on découvre Cap Town de jour, voilà, là on est émerveillé parce que en fait tu vois, nous étant dans le CBD, donc dans le quartier central, tu vois des tours, tu tournes la tête à gauche, tu vois la mer et l'horizon au loin, et tu tournes la tête à droite, tu as des superbes montagnes juste à 500 mètres. On s'est dit, mais dans quelle ville on a atterri? C'est incroyable, tu as aussi bien la mer que la nature qui a l'air des montagnes qui entourent toute la ville et également bah, du coup un côté urbain qui a l'air hyper intéressant avec voilà des tours, des restaurants et tout un tas de bâtiments intéressants. On connaissait pas Cap Town, on l'a vu en photo et en fait on n'est pas déçu parce que ça a l'air vraiment génial et on a envie d'explorer cette ville pendant 5 jours et on s'était fait un itinéraire vraiment canon aussi pour ça. Et donc c'est un peu ça, voilà, cette première arrivée, un petit peu difficile dans le noir, voilà, on sait pas trop où on met les pieds, on arrive, on tâtonne. Et le lendemain matin, par contre, voilà,
on découvre vraiment la ville 2 jours avec une superbe lumière en plus parce qu'on a eu de la chance au niveau météo. Voilà, en gros, c'est notre arrivée, comment elle s'est passée à Cape Town et en Afrique du Sud. Finalement, hyper smooth, ouais. Très cool et on avait hâte, du coup, d'en voir plus. Et ton bébé, comment ça s'est passé cette première journée? Vous êtes arrivé à l'hôtel, il a redormi Bah écoute, direct? ouais, il a redormi direct. Le vol s'était plutôt bien passé. Bon, lui, il était un petit peu, j'imagine, perdu au niveau de ses sens. Mais il s'est très vite adapté. Dès qu'il a vu la lumière du jour, il voulait aller dehors, forcément. Donc, le premier réflexe a été de prendre le véhicule parce que cette première journée, on se l'était dédié à voilà, du repos, entre guillemets, Ah bah oui, il et un faut. petit peu de découverte. Voilà, exactement. Et du coup, on est allé directement bah, voir la plage, voir la mer. Il adore ça, jouer dans le sable. Donc, on est allé du côté de Camps Bay, qui est un quartier, entre guillemets, de Cape Town, sur le littoral, un peu chic, on va dire, qui est également réputé pour ses vues. Donc, quand tu es de la plage, tu as des superbes vues sur ce qu'on appelle Table Mountain et également toute la suite de montagnes que tu as à l'horizon. Et voilà, on y a passé une bonne après-midi là-bas à regarder les vagues, à jouer avec le petit, etc. Ensuite, on a dîné et on a enfin fait une vraie nuit, entre guillemets, à 8h pour se reposer et vraiment attaquer le programme le lendemain sur notre itinéraire pardon, en Afrique du Sud. Voilà. Et donc le petit s'est très vite adapté. Il Souvent, n'y a pas c'est eu eux qui voilà, de s'adaptent le choc. mieux. C'est ça. Et à 1 an et demi, bon, bien sûr, il savait marcher. Il n'a pas encore la parole. Il est assez cool. Il n'était pas dans son terrible tout. Donc plutôt simple à gérer, on va dire, si je puis Quand dire. tu dis ça, c'est qu'il est maintenant dans son Terrible 2 et tu vois la différence? Voilà. Aujourd'hui, effectivement, au regard de nos dernières aventures, c'est parfois un peu plus compliqué à gérer. Voilà, C'est normal, on passe tous par là. c'est ça, voilà. Donc, c'est vrai que finalement, ce voyage du mois d'août s'est extrêmement bien passé de ce point de vue-là également. C'est-à-dire qu'il a été adorable et qu'en tout cas, il s'est laissé porter par les aventures sur ces 3 semaines. Eh ben, rentrons dans les aventures des jours qui viennent. Est-ce que tu peux nous raconter Cape Town, ce que vous avez découvert, ce que vous avez apprécié ou pas d'ailleurs dans cette ville? Peut-être pas forcément sur toutes les étapes, c'est un peu comme tu le veux, comme tu le sens. Si tu veux nous raconter celle Ouais, que tu as je vais préférée essayer. ou Ouais, comme je vais tu essayer veux. de faire au mieux, de pas rentrer effectivement dans tous les détails et de pas omettre effectivement des faits importants. Grosso modo, en tout cas, moi, de ce que j'ai perçu sur Capton, c'est que c'est une ville qui est déjà assez grande, enfin immense, mais qui est très portée sur la nature. C'est-à-dire que tu as un côté urbain qui est quand même très présent, hein, c'est quand même pas mal construit, mais c'est pas défiguré. Tu as également des quartiers qui sont très différents, aussi bien le quartier par exemple de Waterfront, qui est un quartier un peu moderne, beaucoup tourné vers les expats, etc., et qui est également très fréquenté par les touristes. Mais tu as des quartiers qui sont plus reculés, où là tu vas retrouver moins d'animation la nuit, tu vas avoir moins de touristes, tu auras plus une vie locale présente. Et également, tu as des quartiers près de l'océan comme Sea Point ou Clifton Beach ou Camps Bay, qui sont des quartiers plus aisés, où tu vas retrouver une population différente, des lieux à voir également complètement différentes. Et ce qui, par contre, nous a immédiatement choqué à Capton, c'est le côté sécuritaire. C'est-à-dire que, alors nous, on s'est pas du tout senti en insécurité, mais par contre, on sent qu'il y a toujours ce malaise présent entre, voilà, enfin, depuis cette ségrégation en Afrique du Sud, entre la population noire finalement et la population blanche, qui sont pas forcément très mélangées. Les habitations sont vraiment très protégées, c'est-à-dire que tu vois des fils de fer partout, tu vois des barbelés, tu vois des fils électriques, vraiment en pleine ville, hein, absolument partout. Tu sens que voilà, il y a ce côté un petit peu sécuritaire qui finalement donne une atmosphère un peu étrange que nous, on ne connaît pas, puisqu'on n'a pas forcément ça en France, mais qui est voilà, omniprésent partout où tu vas. Tu verras, c'est pas le cas partout en Afrique du Sud, mais en tout cas, sur cette grande ville de Cape Town, on l'a très fortement ressenti. Et tu as évidemment aussi beaucoup de zones dans Cape Town, malheureusement, qui s'appellent des townships. C'est des endroits où, en fait, les populations pauvres sont, entre guillemets, un peu entassées et vivent un petit peu en périphérie de la ville. Et c'est vrai que, bon, du coup, tu as une atmosphère qui est un peu étrange par rapport à tous ces quartiers, si tu les assembles tous et voilà, tu en fais la ville de Cape Town. La ville reste quand même magnifique dans son ensemble et tu as plein de coins chouettes pour profiter notamment de la nature.
du côté plage et de pas mal d'activités à faire dans le coin. Eh ben, allons-y. Quels sont pour toi les incontournables à Cape Town, tant en termes d'endroits que d'activités? Alors, ce que nous, on a adoré, c'est le quartier de Bo Cap, qui est un quartier un petit peu multicolore, Ah, c'est pas celui-là. loin du CBD, que tu J'ai as dû vu voir tes sur des photos. photos. Mais oui, c'est trop beau. Ouais, c'est super sympa. En fait, ça m'a fait penser, moi, un petit peu, finalement, aux maisons qu'on peut trouver parfois dans les Caraïbes. En fait, je crois de mémoire que c'est un quartier assez ancien, finalement, sur Cape Town, et qui était habité et qui est toujours habité, d'ailleurs, je crois, par une population un peu plus musulmane, avec des habitants qui étaient venus construire ces maisons colorées au XVIIIe siècle. Et c'est un quartier hyper sympa pour s'y promener. C'est coloré, il y a de la vie, il y a une population locale qui est assez souriante, qui t'accueille. Et c'est également le paradis pour les photos, puisque avec toutes ces façades colorées, bah, tu te régales. Donc ça, c'est un endroit qu'on a beaucoup aimé. Également, ce qu'on a bien aimé sur Capton, c'est le côté randonnée, parce que tu as quelques sommets mythiques, comme Lion's Head, qui est finalement un peu le sommet emblématique de Capton, qui est carrément en fait dans la ville. Le truc, il est planté, mais au milieu des quartiers. Ah, c'est Et tu drôle. peux, ouais, c'est pour ça que la ville finalement, enfin la nature. Quand je te dis la nature est omniprésente, c'est vraiment une ville qui s'est construite, voilà, au milieu des montagnes. C'est assez incroyable, mais tu retrouves soit le littoral ou l'océan, soit les montagnes, vraiment partout. C'est une ville assez incroyable pour ça. Et donc, Lion's Head, c'est une jolie randonnée que tu peux faire le matin de préférence parce qu'il fait vite chaud si jamais le temps est clément pour la gravir. Tu peux le faire avec un bébé. Nous, on était venus avec forcément un porte-bébé que je trimballe toujours dans le dos pour en faire cette randonnée. Et au bout d'une heure et demie, tu atteins le sommet et là, t'as une vue pardon, à couper le souffle à 360 degrés sur bah, tout Capton avec Table Mountain, avec Robben Island au large, l'île où était enfermé Mandela. Tu vois tous les quartiers, donc le CBD, Camps Bay, enfin vraiment, c'est une vue incroyable. Donc ça, c'est pour moi un des incontournables à faire à Capton. Tu peux également prendre le funiculaire, ou je crois que c'est le cable, j'ai plus le nom en tête, qui te permet d'accéder à Table Mountain, qui est une autre vue mythique finalement de Capton. Là, tu t'en prends vraiment plein les yeux, hein. Le câble t'emmène environ, j'ai plus la distance en tête, mais ça prend environ 5 grosses minutes. Ça t'emmène au sommet. Et là, tu es sur une montagne, c'est pour ça qu'ils appellent ça Table Mountain, qui est complètement plate, mais qui est immense et qui, du coup, te permet d'avoir, pareil, un nombre de points de vue incalculable. Alors là-haut, ça souffle, hein. Ça souffle énormément. Mais je sais que le petit a adoré courir partout, voir les points de vue, voilà, parce que c'est vraiment assez incroyable comme spot. Est-ce que c'est sécurisé? Parce que tu me fais peur, un petit de 1 an et demi qui court partout. Alors, bon, on le surveillait quand même, hein, on l'avait sous les yeux en permanence, mais c'est tellement immense que si tu veux, s'il s'approche pas du vide ou des points de vue, on va dire, qui seront non sécurisés, voilà, il peut se balader, Ok. il peut courir un peu, il y a pas de souci de ce point de vue-là. Une autre chose qui nous a frappé à Capton, c'est la beauté des couchers de soleil. La ville, elle est déjà extrêmement belle de jour, mais alors quand c'est la golden hour où le soleil se couche, il finit sa course à l'horizon, là c'est magnifique. Et tu as énormément de points de vue pour le voir. Sur une semaine, tu peux en tester plusieurs. Donc nous, on l'a fait par exemple du côté de Camps Bay. Donc au niveau de la plage, à l'horizon, c'était un super moment. Donc t'as les jeunes qui jouent au foot sur la plage, t'as les surfeurs au loin. Enfin, c'est vraiment incroyable comme ambiance. Tu peux également monter si t'es à la fois à Lion's Head du coup. Mais bon, tu redescendras de nuit du coup, hein, parce que tu verras le coucher de soleil de là-haut. Là, pareil, tu peux avoir des superbes couleurs. Donc nous, on l'a pas fait avec le petit parce que c'était un peu dangereux avec le porte-bébé. Mais on a choisi d'autres lieux mythiques. T'as également une petite colline, pareil, qui est vraiment entre deux grands quartiers qui s'appelle Signal Hill et qui te permet d'avoir enfin, de super belles vues le soir au coucher du soleil. Donc voilà, c'est très riche pour les lumières du soir et du matin. Tu as vraiment de quoi faire. Et en tant que photographe, je me suis régalé. Et ce qu'on a également fait, alors je me rappelle qu'on a eu une journée un peu pluvieuse, c'était peut-être une matinée, quelque chose comme ça. On a emmené notre fils également à l'aquarium. Ils ont un aquarium assez sympa du côté de Waterfront, ce qui nous a permis voilà, d'être au sec et lui de lui montrer un certain nombre de faune marine. Donc il était aux anges, comme tu peux le deviner. Donc ça, c'était vraiment voilà, les centres d'intérêt en tout cas
qu'on avait épinglé sur notre itinéraire et qu'on a pu faire et qu'on a adoré finalement faire en famille. Voilà, c'était très kids friendly. Tu l'as dit, vous avez eu une météo plutôt clémente. Il faisait quelle température à peu Oui, près? absolument. Alors c'est vrai que nous, on avait lu hiver, donc on s'était un peu inquiété. On s'était dit, aïe, 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 il va faire froid, il va peut-être faire un peu gris. Mais alors pas du tout. On a eu vraiment quasiment du ciel bleu tout le long, donc du soleil en permanence. Et finalement, en plein hiver là-bas, donc en plein mois d'août, avec du soleil, et ben il fait quand même chaud en journée. C'est-à-dire que tu vas pas être en manteau, tu vas peut-être avoir un petit pull si tu es à côté de l'océan ou si tu es sur une montagne, mais en pleine ville finalement, quand tu es dans le côté urbain, et ben t'as vite chaud parce que ça tape et il fait environ allez, je dirais 15 degrés, 20 degrés, donc ce qui est hyper agréable pour un Ouais, hiver. carrément. Et donc ça aussi, c'était une bonne surprise parce qu'on avait un peu d'inquiétude par rapport à ça. Et finalement, ça s'est plutôt bien passé en termes de météo, ouais. Donc c'est une période que je recommande finalement pour éviter les chaleurs fortes du mois de février et surtout le fait que le mois de février en Afrique du Sud, c'est un peu le mois le plus dense en termes de tourisme puisque c'est une période favorable. Mais du coup, tu vas retrouver beaucoup de monde et tu vas vite avoir chaud. Donc, tu as des alternatives, comme par exemple l'hiver chez nous, enfin, pardon, l'hiver chez eux, qui te permet du coup voilà, d'avoir comme une météo, je trouve, clémente. Est-ce qu'on a fait le tour de Cape Town? Petite précision, on a également fait les alentours de Cape Town qui sont très riches en termes de flore, de faune, de tout ce que tu veux. En fait, tu peux voir un certain nombre de choses à peu près à 1 heure, 2 heures de route. Donc, on s'est par exemple rendu au point mythique de Cap de Bonne-Espérance, qui est vraiment un superbe lieu. On a adoré notre moment là-bas. Ensuite, tu as également une plage connue pour ses manchots qui s'appelle pardon, Boulders Beach et qui est super sympa du coup pour les enfants parce que ils rencontrent des manchots, donc ce qui n'est pas commun en Afrique notamment. C'est-à-dire que moi, avant de partir là-bas, je ne savais même pas qu'on pouvait voir des manchots en Afrique. Et il y a des petites colonies voilà, en Afrique du Sud et notamment à côté de Cape Town. Donc ça, c'est aussi un super moment qu'on a passé ensemble à découvrir ces petits manchots voilà, qui se doraient la pilule sur la plage. Oh, trop mignon. C'était vraiment ouais, très mignon. Et tu as également un certain nombre de hotspots où tu peux voir, par exemple, des otaries. Tu peux découvrir également une ville qui est un peu dédiée au surf, qui s'appelle Muizenberg, où tu as énormément de surfeurs. C'est très, très réputé parce que les vagues sont bonnes tout au long de l'année. Et on a même vu des gens, parce que alors, la température de l'eau, on l'a testé, et vraiment, c'était très, très froid. Je pense que ça dépassait pas les 10 degrés. Mais les Sud-Africains, certains n'ont pas peur. Hein. C'est en plein hiver, on a vu des gens se baigner en maillot de bain dans la mer. Pourquoi pas? Il y en a Nous, qui on l'a pas aiment. tenté. Voilà, il y en a qui aiment, ça doit rafraîchir. Donc voilà, il y a plein de petits endroits comme ça autour de Cape Town qui sont très cool à découvrir. Et c'est pour ça que je recommande de passer vraiment beaucoup de temps sur place finalement, parce que entre Cape Town même et ses alentours, il y a énormément de choses à faire. Et la ville est grande, donc les distances peuvent être longues. Et parfois, au niveau circulation, ça bouge un peu dans le centre-ville, donc tu peux aussi perdre du temps. Voilà, donc tous ces paramètres-là, finalement, sont à prendre en compte. Et au bout de 5, 6 jours, on s'est dit, finalement, c'était bien de passer autant de temps ici, puisqu'on a pu prendre le temps, finalement, d'aller découvrir les alentours de Cape Town et voilà, de pouvoir ressentir l'atmosphère de la ville sans être pressé. Vous avez utilisé la voiture tout le temps pour vous déplacer ou quand c'était dans la ville même, vous aviez des moyens de transport? Pour te répondre, c'est vrai que la ville n'est pas réputée pour ses transports en commun. Je crois qu'il y a un réseau de bus, mais qui n'est pas forcément très à l'heure, ou en tout cas très affûté. Donc la recommandation, c'est d'avoir son véhicule, puisque ça te permet d'être complètement autonome et finalement d'aller vadrouiller autour de Cape Town ou de te rendre aux différents points d'intérêt. Tu gagnes beaucoup de temps et surtout, c'est assez simple. Je veux dire, les routes sont en très bon état. Tout est bien indiqué. Évidemment, nous, on avait téléchargé une carte sur une application qui nous avait fait, enfin, on avait fait un itinéraire de base pour se rendre dans les lieux, donc on gagnait vachement de temps aussi là-dessus. Pour moi, la voiture est un prérequis pour, en tout cas, vraiment prendre le temps de découvrir Cape Town et ses alentours, puisque tu vas pouvoir faire vraiment ce que tu veux et en toute simplicité. Cette fois c'est bon, on a fait le tour? Exactement, Cape Town, c'est bouclé. Ensuite, nous, on prend la voiture, donc direction les vignobles autour de Cape Town. On est allé dans une ville, alors j'arrive jamais à prononcer son nom, c'est pas facile à prononcer. Ça s'appelle, je crois, Stellenbosch, qui est entre guillemets c'est un peu comme si toi t'allais, je sais pas, par exemple à Bordeaux ou en Bourgogne. Pour le vin, là-bas, c'est vraiment the place to be pour découvrir les vignobles et découvrir un peu leur culture du vin.
parce que le vin et les vignes ont été importés en Afrique du Sud depuis quelques siècles. Et maintenant, c'est vrai que leurs vins sont finalement assez réputés et ils en ont fait tout un pan de leur économie, je crois bien. Et tu as plusieurs villes, du coup, qui sont à 2-3 heures de Cape Town et qui te permettent de découvrir un peu cette culture. C'est également assez surprenant, mais c'est assez kids-friendly dans le sens où dans chaque établissement, on a pu aller, par exemple, tester du vin. Tu as également des coins pour les enfants, donc qui sont créés pour les enfants, puisque c'est vrai que la culture de la famille est quand même relativement importante là-bas. Et je t'en parlais tout à l'heure, mais tout est vraiment kids-friendly en Afrique du Sud. Donc tu retrouves des espaces pour les enfants dans des lieux assez improbables, mais qui te permettent, toi, de te soulager et de pouvoir faire des activités sans que ton gosse, en fait, finalement, s'ennuie ou que ce soit dans un lieu qui n'est pas adapté. Donc on a pu passer, voilà, 2 jours, finalement, dans ce coin d'Afrique du Sud qui vraiment ne ressemble à aucun autre coin d'Afrique du Sud, puisque c'est vraiment, t'as l'impression dans un vignoble géant, voilà, en Bourgogne, par exemple, ou dans le Bordeaux quand t'es en France. Donc c'est assez étonnant de se retrouver là-bas, en Afrique du Sud, après avoir fait une ville comme Cape Town. Donc on a passé de jolis moments là-bas. Et ensuite on a repris le véhicule et on est redescendu directement sur le littoral, du côté d'Hermanus, pour voir les baleines. Puisque là-bas, c'est une ville réputée pour ça. C'est-à-dire que du front de mer, donc là où tu te balades dans la ville, bah tu vois, en tout cas à l'époque où on était, c'était peut-être une saison aussi propice, tu vois des dizaines et des dizaines de baleines au large qui voilà, qui font des sauts, qui restent à proximité des côtes. Tu n'as même pas besoin d'aller faire d'excursion en mer, tu les vois vraiment voilà à 100 mètres, 50 mètres. Ah, trop bien. C'est assez incroyable et on y a passé 2 bonnes journées à prendre le temps, à faire ce qu'on appelle du whale watching. Donc si toi tu as envie d'aller aussi prendre un bateau pour les voir de plus près, tu peux. Tu as énormément d'excursions qui te permettent de le faire. Pareil, un très kids friendly. Mais tu les vois du littoral. Donc finalement, nous on avait par exemple loué un logement Airbnb, puisque c'est ce qu'on a fait en Afrique du Sud, on a pris quasiment que du Airbnb. Et là on était Hermanus finalement, dans la maison qui était vue mer, on voyait les baleines. On les voyait au loin, au large, avec des jumelles, c'était très bien. Et tu avais ce spectacle toute la journée. Donc Ah, c'était quel kiff. c'était plutôt génial. Ouais, on y allait vraiment pour ça et je sais que c'est un endroit qui est très réputé en Afrique du Sud pour aller les voir. Et est-ce qu'il y avait beaucoup de touristes? C'est pas la bonne saison pour l'Afrique du Sud, mais bon, C'est pas la saison, mais comme c'était la saison, je crois bien, des baleines. des baleines, voilà, de tout ce qui est mammifères marins, il y avait quand même pas mal de monde sur place, mais je pense que, honnêtement, c'était pas le pic de la saison. Mais il y avait quand même du monde, effectivement. On croisait beaucoup de touristes asiatiques, européens, qui étaient également là pour voir les baleines, pour apprécier ces jolis moments. Il faut savoir que là, la température, elle a chuté là-bas. Par rapport à Cape Town, certainement au niveau de la situation géographique, on a vraiment perdu les degrés. C'est peut-être l'endroit où on a le plus froid. Et le soir, heureusement qu'il y avait du chauffage dans la maison, parce que vraiment, enfin, il faisait très froid. Donc on était sous la couette avec le chauffage, et ça se passait très bien, hein, bien sûr. Mais là, on a sorti les gros manteaux. Là, t'as compris que c'était l'hiver. Voilà, on n'a pas regretté des heures après. Mais voilà, donc super moment Hermanus. Et ensuite, on a repris la voiture pour aller un peu plus loin du côté d'un espèce de parc national qui s'appelle Dioup, qui est là pour le coup très peu touristique, vraiment hors des sentiers battus, Ah, et qui est assez incroyable puisque tu as d'énormes dunes de sable qui sont du coup à côté de l'océan. Et ce qui est génial, c'est que tu as énormément aussi de vie sauvage à côté. Donc, tu prends ton véhicule, tu rentres dans la réserve ou dans le parc national, je ne sais jamais comment ils appellent les endroits comme ça, et tu peux croiser voilà des gazelles, des zèbres, tout un tas d'animaux endémiques d'Afrique du Sud, pour atteindre ensuite les dunes et voir des baleines, parce que et oh, également là-bas, c'est un endroit réputé pour les baleines. Et là, c'est même pas des dizaines que t'en as, des baleines. C'est sincèrement sur un panorama à 360 degrés. Si tu zoomes vraiment bien avec tes jumelles, t'en vois une centaine. waouh. C'était assez incroyable. Il y en avait vraiment partout. C'était vraiment un moment assez fou. Et l'endroit est très peu touristique, puisque c'est un peu difficile d'accès. Il y a des routes un petit peu embêtantes pour y aller, mais ça se fait largement. Voilà, mais une fois sur place, c'est que du bonheur, parce que du coup, tu es vraiment dans une zone en pleine nature, sans trop de touristes, et avec une vie sauvage incroyable. Donc on a beaucoup aussi aimé ce coin d'Afrique du Sud qui nous a vraiment ouais, donné l'envie d'y rester plus. Malheureusement, il fallait continuer le parcours. Et les baleines, on avait couché voilà, quand on les avait vues. On en a vu plein, de proche, de loin, ça c'était bon. Et la suite du programme se passait un peu plus loin, pas très loin d'une ville qui s'appelle Mossel Bay, où on avait réservé 2 jours dans un game lodge. Donc l'endroit où tu peux faire
les fameux safaris, Mais oui. accompagnés d'un guide, pour voir voilà, tous les animaux finalement endémiques d'Afrique du Sud dans cette petite réserve privée. Évidemment, on avait choisi une réserve kids-friendly, donc qui permettait d'avoir un logement déjà familial, de pouvoir également faire des game drives accompagnés d'enfants. Donc ça, c'était génial. Et on a passé voilà 2 journées exceptionnelles dans ce lieu. Vous étiez donc avec plusieurs familles. Les enfants avaient à peu près quel âge? Oui, alors exactement, on était avec plusieurs familles, donc aussi bien des touristes que même des locaux, donc des Sud-Africains. Et les enfants, ça allait on était assez surpris, hein, parce qu'il y avait des bébés de 6 mois, hein. Ah oui. Ah oui, c'est très jeune. Donc là, c'était pour le coup des Sud-Africains, donc qui avaient l'habitude, je pense. Et il y avait voilà des enfants de 4, 5, 6 ans qui nous accompagnaient souvent dans les véhicules pour faire les game drives du matin et du soir. Donc on était vraiment avec des familles. Donc c'était aussi marrant parce que les gamins, forcément, voilà, se découvrent aussi sur le trajet et ça donne des échanges, voilà, assez marrants. Et puis dès que voilà, on voit passer un éléphant ou un guépard ou autre, là c'est tout de suite incroyable. Les enfants crient, tout le monde te remonte du doigt. Après voilà, ça se calme un peu plus et on écoute le guide et on observe l'animal à une certaine distance. Et pour les photographes, on passe un peu de temps à shooter. Mais voilà, c'est très sympa parce que du coup, on se sent pas pressé. On n'a pas de regard malveillant parce qu'on est finalement accompagné de jeunes enfants également. Donc on se sent bien. Et le parcours fait que finalement le guide fait super attention aux enfants. S'il y a besoin de faire une pause, et ben on fait une pause biberon. C'est adapté, c'est super chouette. Et surtout, on se dit c'est une chance de pouvoir faire ça avec des enfants en si bas âge, puisque voilà l'établissement se donne les moyens de le faire. Et ça, c'est une chance. On sait, même quand on n'en a pas fait, que les safaris, enfin en tout cas les sorties du matin peuvent être vraiment très tôt. Est-ce que là aussi c'était adapté? Vous partiez à quelle heure? Alors, effectivement, c'était bon, le point peut-être un peu négatif pour le petit au niveau des safaris du matin, parce qu'il fallait se lever tôt, forcément, enfin, pour le lever de soleil, enfin, en tout cas un petit peu avant. Donc, les levées étaient un petit peu compliquées, mais donc on l'emmitouflait dans une énorme cape, pas qu'il ait froid, parce que ça piquait aussi un peu le matin avant que le soleil se lève, forcément. Donc, au début, ça râlait un petit peu, et bon, tout doucement, hein, parce qu'il émergeait tranquillement de ses rêves. Mais dès qu'on entendait le véhicule démarrer et que, il commençait à voir la végétation et quelques animaux, alors là, il était scotché au niveau du bord du véhicule. Il était bien plus réveillé que nous d'ailleurs. Et là, l'excitation avait surpassé la fatigue. Donc c'était un moment génial pour lui. Et derrière, puisque l'itinéraire du matin se terminait aux alentours de 7-8 heures, on allait faire le petit déjeuner et lui refaisait une sieste immédiatement derrière pour récupérer. Et après, il était en forme pour la suite de la journée. Vous avez vu fait-nous rêver, quels animaux dans cette réserve? Ouais, on a pu voir pas mal d'animaux emblématiques d'Afrique, de manière générale, et même ce qu'on appelle le Big Five. Donc voilà, aussi bien des lions, des girafes, des éléphants, des rhinocéros, des hippopotames, un certain nombre de gazelles, des zèbres, l'animal emblématique également d'Afrique du Sud, le springbok, qu'on a vu pas mal de fois, mais également des plus petits animaux qu'on a vu plus difficilement sur la suite des safaris, comme par exemple des mangoustes, des petits oiseaux endémiques du coin, voilà. On s'est régalé parce qu'on a quasiment tout vu, entre guillemets. Et la réserve est tellement immense que finalement, bah, il y a des animaux comme le guépard qu'on a mis à peu près 45 minutes à trouver. Parce qu'il était en train de chasser dans un lieu précis, ou qu'il faisait la sieste quelque part. Et en fait, finalement, ça reste une réserve complètement naturelle pour les animaux, c'est-à-dire qu'ils vont là où ils veulent. Donc, c'est pas comme un zoo. Tu peux pas te dire, je vais tout voir ce matin. Le guide, il sait à peu près où il se situe en fonction de la journée parce qu'ils ont leur habitude, forcément, et que lui, il peut suivre les traces. Donc, si t'as des envies particulières de voir, je ne sais pas, un éléphant, par exemple, il sait à peu près qu'il va t'emmener à tel mare ou tel endroit pour les trouver. Mais après, ça reste voilà la nature, hein. La nature se présente ou pas, et c'est ça aussi la magie, je trouve, du safari. Vous êtes resté 2 jours, donc vous avez fait combien de sorties? Oui, on est resté 2 jours. On a fait du coup 4 sorties, ponctuées voilà de petites balades en journée dans le coin pour voir un petit peu autre chose. Mais du coup, c'était très dense et très riche. Et figure-toi qu'ensuite, on a continué l'itinéraire sur un autre Game Lodge.
mais qui cette fois-ci était plus dans les terres, du côté d'Oudström. J'ai du mal à prononcer le nom de la ville, Ah, mais mais c'est rien c'est de que... l'Afrikaans. C'est ça. C'est compliqué à prononcer, c'est de mélange de néerlandais et de langue locale Mais il y a qui est pas trop de facile à consonnes. comprendre. Oui, 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 il y a trop de consonnes. Et du coup, cette ville est un petit peu ce qu'on va appeler dans l'outback d'Afrique du Sud. Donc, c'est pas désertique, mais les paysages sont complètement différents de la côte, alors qu'on est à 3-4 heures de route. Et là, du coup, on a fait également donc un game lodge pour faire des safaris, mais également pour découvrir le coin. Ce qui était génial, c'est que dans ce game lodge, il était autour d'un immense lac. Donc, tu avais les hippopotames que tu voyais parfois le soir ou le matin, à on va dire 200 mètres de ta chambre. Donc ça, c'était assez cool à voir. Et la nature était assez incroyable visuellement sur place. On avait je sais pas le nom précis de l'animal, mais des espèces de biches locales rayées qui venaient arracher de l'herbe à côté du logement le matin. Donc ça faisait un petit bruit et c'était assez sympa parce qu'elles sont vraiment en pleine liberté. Donc le lieu est vraiment en pleine nature. Et comme pour l'autre Game Lodge, le matin, tu as les mêmes habitudes, c'est-à-dire que tu pars tôt le matin à la recherche des animaux de la réserve. Donc ça pique un peu, mais c'est vite oublié par la magie, on va dire, du safari. Et ce qu'on a beaucoup apprécié dans ce Game Lodge, c'est les suricates. Parce que C'est l'endroit est trop assez chou. réputé pour les... Oui, c'est super mignon et c'est très marrant à observer. Et en fait, le Game Lodge est réputé pour abriter plusieurs colonies qui sont assez peu effrayées, on va dire, par l'être humain. Elles vont pas se laisser approcher, mais on peut les observer de loin sans qu'ils prennent peur. Donc, le guide le matin nous a trouvé deux, trois terriers où ils ont l'habitude le matin de sortir sur les premiers rayons de soleil et de faire voilà leur toilette, de partir explorer un peu les alentours. Et pendant 1 heure, finalement, on les a observés se bagarrer, se rouler dans la terre, prendre le soleil, re-rentrer dans les terriers. Et c'était un super moment parce que c'est des animaux qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir dans les safaris, qui sont assez petits et difficilement trouvables. Donc c'était vraiment un chouette moment. Et sinon, après, on a fait safari tout ce qui est plus classique, avec voilà des animaux identiques de ce qu'on a pu voir sur le précédent, mais dans un décor et un environnement différent, puisque voilà, on est à 4 heures de la côte, donc on n'a pas la même flore. Et on est plutôt dans un espace un peu montagneux, voilà, un petit peu aride, donc c'est complètement différent aussi en termes de paysage. Et c'est bien parce que c'est différenciant et ça permet de faire des photos, on va dire, différentes. C'est ce que j'allais dire. Pour toi, en termes de Ouais, photos, c'est top. ouais, absolument. Ok, bah écoute, continue. Voilà. Alors après, on est revenu, pardon, sur le littoral. Après donc ces quatre merveilleuses journées de safari, on va dire, entrecoupées de balades, on est redescendu du côté de Knisha. La ville est connue pour avoir abrité je crois, le camp français pendant une certaine Coupe du Monde, où les Français avaient fait une grève. Donc moi, je connaissais le nom de la ville uniquement pour ça, mais je connaissais pas le coin. C'est une superbe ville qui abrite vraiment des lieux naturels assez magiques. Voilà, il y a des jolies cascades. Forcément, il y a un littoral qui est absolument magnifique, qui est très peu construit, très naturel, avec d'immenses plages, des parcs nationaux partout. Donc le lieu mérite vraiment qu'on s'y arrête un certain temps. Et tu as également d'autres alternatives autour, qui sont par exemple le parc national de Titicaca, qui est un super parc national qui permet de faire des jolies balades avec des ponts suspendus, avec un littoral pareil, vraiment magique en termes de forêt. Tu as des super espaces que tu peux faire avec des enfants, hein. Si tu as évidemment un porte-bébé, c'est quand même mieux parce que tu vas pas faire de la poussette au porte à la main. Donc ça, c'est par contre l'accessoire numéro un emporté en Afrique du Sud, c'est le porte-bébé. Parce que la poussette, c'est gentil, mais c'est très limité. Même à Caton, hein, voilà, on l'a surtout, entre guillemets, trimballé avec un porte-bébé, comme tu peux t'en douter. Donc tous ces endroits autour de Knisha, très naturels, très sympas, plein de jolies baies et plein de jolies plages. Et surtout, c'est tellement immense finalement que en 10-15 minutes de route, tu te retrouves absolument seul, vraiment seul, sur d'immenses plages. Tu as l'impression d'être vraiment au bout du monde. Tu es vraiment au milieu de rien, entre guillemets, et tu te retrouves complètement seul. Et ça, c'est assez magique, puisqu'on peut penser que l'Afrique du Sud est quand même un pays relativement touristique. Je crois que ça fait partie du top 3 des pays africains les plus visités. Mais tu as énormément d'endroits où tu peux te retrouver finalement seul, hors des sentiers battus. Et ça, c'est assez magique. Et c'est aussi ça qu'on recherche, nous, quand on voyage. C'est voilà, des moments où on se retrouve seul, finalement, loin de tout, pour passer un moment, on va dire, un peu magique entre nous. Et oui, et puis apprécier tout ça.
Exactement. Sans être avec tellement de monde autour de toi que finalement la magie disparaît, quoi. C'est ça. Alors oui, il y a plein d'endroits où forcément il faut que tu côtoies du monde parce que voilà, c'est touristique et c'est comme ça. Mais tu peux retrouver également énormément d'endroits comme par exemple à De Hoop où le touriste finalement est très peu présent et à part finalement des locaux, tu vas te retrouver vite seul. D'où l'intérêt de chercher un peu pour sortir des sites incontournables. Faut les faire, Exactement. mais après chacun fait comme il veut et a sa façon de voyager. Mais moi aussi j'aime bien faire un peu des deux. Et ça permet Ouais. aussi de se reposer parce que quand t'as enchaîné 4 jours de safari, t'as besoin de redescendre un peu. Oui, absolument, et de voir autre chose. Et c'est vrai que c'est ce que je recommanderais pour un voyage en Afrique du Sud, c'est d'avoir un itinéraire un peu hybride. Donc à la fois des incontournables, donc qui sont forcément voilà trustés par les touristes, mais également des lieux hors des sentiers battus parce qu'il y en a une tonne et c'est un pays qui est immense. Donc si tu veux, tu peux sortir très très vite des C'est sentiers battus. facile. Très facile, voilà. Le pays est tellement vaste, les routes sont en excellent état, tu as des logements à peu près partout, donc tu peux vite te retrouver seul. Allez, il est temps de faire une pause. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite du road trip en famille de Quentin et pour découvrir notamment le magnifique parc Ado et ses Big Seven. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si l'épisode vous a plu, dites-le moi sur Apple Podcasts, Spotify ou encore sur Instagram en me taguant à famillevoyage_blog. Et n'hésitez pas à le partager à d'autres parents en quête d'inspiration pour leurs prochaines vacances. Comme d'habitude, toutes les notes de l'épisode sont sur le blog famillevoyage.com. Si vous cherchez un autre épisode à écouter, plus de 100 épisodes entre conversations, top 5, galère ton voyage et mes reportages sont disponibles gratuitement sur le blog ou en vous abonnant sur la plateforme d'écoute que vous utilisez en ce moment. À bientôt pour le prochain épisode. D'ici là, prenez soin de vous, inspirez-vous et créez-vous de chouettes souvenirs en famille.